Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Bonjour à tous nos auditeurs, ici Camille Mordelinch et vous êtes sur la libre antenne de RFM, 30e édition spéciale maternité. Alors pour changer de nos habitudes, je ne suis pas accompagnée de mon camarade Yann, que je salue par ailleurs chaleureusement, mais de ma camarade Alexandra, qui en plus de co-animer l'émission avec moi, interviendra au même titre que nos invités en tant que maman. Alexandra, bonsoir et merci pour ta présence. Bonsoir. En ce qui concerne nos invités, nous recevons de brillantes mamans, à commencer par Iseul Turan. Iseul, toi, tu es catholique et maman de 3 enfants. Tu es juriste de formation, cofondatrice des Antigones, naturopathe spécialisée dans le cycle féminin. Et j'invite d'ores et déjà nos auditeurs à aller voir ta chaîne YouTube nommée Ma Bulle, qui est vraiment très instructive puisque tu délivres toutes sortes de conseils pour vivre sainement sa féminité et sa maternité. Iseul, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Avec nous ce soir aussi, Carmen Daudet. Carmen, tu as 38 ans, tu es maman de 3 enfants toi aussi. Tu as travaillé pendant plus de 10 ans en tant que professeur des écoles et tu es auteur du guide J'apprends mieux à la maison, paru en 2019 et qui est disponible chez Contre-Culture au prix de 16 €. N'hésitez pas à vous le procurer. Alors, mesdames, pour commencer, un premier constat amer. Nous sommes à une époque où la maternité est dépréciée, représentée comme un statut peu enviable. On met toujours en avant la charge mentale que la parentalité comporte, les dépressions qui suivent parfois les naissances, le sacrifice de son indépendance que cela peut représenter pour la femme vis-à-vis de ses loisirs, de sa carrière professionnelle, de son épanouissement personnel. Et j'ai vu dernièrement une vidéo sur le regret maternel où, suivant la volonté de déconstruire le mythe de la femme épanouie et comblée, et de libérer justement la parole là-dessus, des femmes en viennent à exprimer leur regret d'avoir donné la vie, vivant la maternité comme une aliénation. Et pour des jeunes femmes comme moi qui n'ont pas encore d'enfants, la maternité est présentée comme bien effrayante. Comment expliquer selon vous aujourd'hui que la maternité s'apparente à un fardeau si peu glorifié ? Alors est-ce la faute aux vagues de féminisme, du capitalisme qui, dans sa logique de réification, ne peut qu'ignorer le don de soi et survaloriser l'individu égoïste ? Qu'en pensez-vous ? Iseul, peut-être, tu peux commencer ? Oui, je vais rebondir. En effet, il y a beaucoup de sujets qui sont mis sur la table. La question du vécu personnel de chaque femme, et puis la question dont c'est perçu dans la société. Voilà, je trouve qu'il y a ces 2 grands axes-là. Sur la question dont c'est vu par la société, évidemment, c'est un frein à la production, puisque la maternité en tant que telle ne produit rien d'un point de vue du capitalisme, ne produit rien d'un point de vue marchand, en fait. Et c'est même en étant, je dirais, mère et en étant pleinement active dans son rôle, on prive presque d'autres acteurs commerciaux et sociaux. Je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui garderait ses enfants à la maison, par exemple, dans l'objectif d'une instruction en famille. Elle ne fait pas tourner l'éducation nationale, elle ne fait pas tourner la nounou, elle ne prend pas sa voiture pour se déplacer, etc., etc. Donc, évidemment, d'un point de vue capitalistique, il y a d'énormes freins à la maternité qu'on comprend bien parce que ce n'est pas producteur de croissance immédiat. Voilà. Et puis après, il y a la question, je pense, individuelle, avec ce côté « je regrette d'être mère », etc., où là, il y a tous les bons sentiments et toute ce moi-je très en avant et très... qu'on cherche tous son bonheur au travers de plaisirs immédiats et matériels. Et c'est vrai que là-dessus, la maternité n'est pas un plaisir immédiat et matériel. Ça fait évidemment partie il y a beaucoup de dons de soi. Et je dirais que le fait que la société, justement, n'aide pas cet état de fait qu'est la maternité, eh bien, ça ne fait que rendre plus difficile pour les femmes le vécu personnel et l'abandon de certains rêves qu'elles font quand elles deviennent mères. Carmen, tu veux rebondir ? Oui, alors déjà, je note qu'il n'y a pas forcément un lien entre l'image qu'on offre de la maternité, notamment dans les médias, puisque je crois que c'est de l'image médiatique que tu parles. Donc, cette image d'une part, et d'autre part, la courbe de la natalité.
Donc, c'est difficile d'avoir une idée précise de l'évolution de la natalité en France, notamment parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc, moi, j'ai jeté un œil sur le site de l'INSEE. Effectivement, il y a une chute de la natalité depuis les années 50 qui me semble pas non plus vertigineuse et surtout qui est pas, ça continue pas à s'effondrer. Donc, on comprend bien que suite aux années 50, il y a eu cette chute de la natalité qui a été produite par le contrôle des naissances, notamment grâce à la pilule et à l'avortement. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la natalité n'a pas repris? Effectivement, là, on peut se questionner sur le rôle de la propagande, puisque désormais les enfants que l'on a, c'est des enfants qui sont supposés être désirés dans la très grande majorité. Il y a de moins en moins d'accidents, et donc est-ce que c'est réellement la propagande qui fait qu'on n'a plus d'enfants ou on en a moins? Je pense que la raison première, c'est les raisons économiques. Donc, le néomalthusianisme que tu évoquais, avec des relents d'écologie, je pense qu'il est assez peu efficace et que l'instinct, et notamment l'instinct maternel, il est plus fort que l'effet de mode. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai constaté souvent que celles qui défendent le droit à l'avortement, elles le font souvent pour les autres plus que pour elles-mêmes, même si elles en ont pas toujours conscience. Du coup, l'image de la maternité, là-dedans, effectivement, il y a ce troisième point qui est se questionner sur les raisons qui poussent les couples qui n'ont pas de difficultés particulières d'un point de vue financier. Qu'est-ce qui pousse ces couples à n'avoir qu'un seul ou deux enfants, voire pas du tout? Et une des raisons, qui me vient à l'idée, parce que bon, je suis pas philosophe ni économiste, c'est que c'est une conséquence de cet enfant désiré et aussi une conséquence de la société égalitaire des droits de l'homme et de l'enfant, qui fait qu'effectivement, on a beaucoup de pression sur les épaules parce que il faut, en fait, les parents veulent trop bien faire. C'est ce que tu évoquais dans ton introduction. Et du coup, ça met une pression énorme. C'est de plus en plus complexe d'être parent aujourd'hui. La parentalité, c'est devenu quelque chose de très, très intellectualisé. Il faut refuser la violence, il faut parler avec bienveillance, il faut éveiller ses enfants à tout prix, et ça passe par des dépenses. Donc de ce côté-là, la parentalité et la maternité, ça peut être intéressant d'un point de vue capitalistique parce que on dépense énormément pour nos enfants. On dépense dans des sorties culturelles, dans des jouets, dans du matériel de toutes sortes, et donc au final, cet enfant qui est désiré, ce désir d'enfant, il aboutit quelque part à un asservissement du parent, doublé d'une culpabilisation, bien sûr, parce qu'on n'en fait jamais assez. Parallèlement à ça, il y a un effacement de l'autorité parentale qui cède la place à une éducation par le consentement, qui elle-même est issue toujours de cette société des droits de l'homme et de la lutte contre le patriarcat, en fait. Donc, cet effacement de l'autorité parentale fait qu'on éduque à coup de négociation et de consentement. Et tout ça, ça fait qu'on demande énormément d'investissement personnel et de dépenses aux parents. Et tout ça, à mon avis, c'est les raisons profondes qui font que les classes qui pourraient se le permettre font pas beaucoup d'enfants. Mais je pense que pour les classes moyennes inférieures ou les classes populaires, la maternité n'est pas du tout dénigrée. Je suis persuadée que cette propagande qu'on voit dans les médias, elle affecte essentiellement les cadres et la classe moyenne supérieure. C'est ces femmes-là qui sont les plus victimes de l'image dégradée de la femme qu'on peut voir. Voilà, c'est pour ma part. Oui, Isole, tu voulais rebondir. Oui, je voulais rebondir sur le concept vraiment hyper important que mentionnait Carmen, qui est l'enfant projet, l'enfant désiré. Étant donné qu'on a le choix de ne pas en avoir, soit au travers de la question de la contraception, soit au travers de l'avortement quand il est là, eh bien, quand on a un enfant, c'est qu'on l'a choisi et qu'on est prêt à en assumer toutes les conséquences. Et d'une certaine manière, on n'a plus le droit de se plaindre après puisqu'on l'a voulu, on l'a désiré, on l'a choisi, il est notre projet. Et le problème, c'est que quand l'enfant ne correspond pas à ce qu'on a projeté, par exemple, parce qu'en fait, finalement, il crie plus que ce qu'on s'attendait à ce qu'il crie, c'est un enfant, il ne correspond pas à tous les critères qu'on en attend, et bien, on peut être déçu, on peut en avoir une frustration, une déception,
Et ça, je pense que c'est aussi très, très lourd parce qu'on a une image d'Épinal de cette grossesse désirée, de cette maternité désirée, de cette maternité rêvée. Et elle est notamment, effectivement, c'est une image d'Épinal qui est beaucoup vendue aux cadres supérieurs qui ont mis beaucoup de temps à avoir des enfants, qui les ont après 30 ans, là, parce qu'on a eu un dernier rapport qui est paru en septembre concernant la mauvaise santé des femmes enceintes et la mortalité infantile qui ne fait que croître. Et bien, dans ce rapport, il mentionnait qu'on était passé à 30 ans,1 pour le premier enfant. Voilà. Donc, des femmes qui ont mis beaucoup de temps à faire ce choix de la maternité. Et quand ce choix se présente et se propose, eh bien, c'est pas tout rose, c'est pas plein de papillons. Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a une frustration, il y a une dissonance, quoi. Est-ce que vous pensez que la décomposition du lien social n'impacte pas la maternité au sens provoque une forme de solitude auprès de la mère? Parce qu'avant, par exemple, on avait quand même une communauté qui pouvait intervenir dans la garde des enfants, dans l'aide, etc. Et maintenant, vu qu'on a perdu tout ce lien par rapport au voisinage et même à la famille élargie, eh ben on a plutôt tendance à se recroqueviller sur une petite cellule familiale qui est plutôt pénible au quotidien à gérer. Et donc, voilà, peut-être une décomposition du lien social qui a aussi affecté le rôle de la parentalité. Oui, qui le rend encore plus complexe, en fait. Alexandra, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, les enfants en bas âge tu es obligé d'être avec eux 24 heures sur 24 et que tu sois mère isolée ou alors que tu sois obligé de travailler parce que tu es carriériste ou parce que tu as un travail alimentaire, tu te retrouves à devoir déléguer à l'extérieur de ton foyer les heures les plus sympas avec ton enfant, et c'est un étranger qui finalement se retrouve à élever et voir les progrès de ton enfant, sachant que la CAF aide pour une nourrice ou autre tout de suite après la reprise du travail, sachant qu'en France, en plus, le congé maternité est une période très courte. En maman, je discute souvent avec les femmes parce qu'elles me disent que quand elles ont pu tirer jusque 8 mois, jusque l'âge de 8 mois pour garder leur enfant avec elles en faisant en sorte d'avoir un congé maternel qui est un peu plus long que la normale, ça reste un déchirement. Enfin, c'est pas un moment facile. Et puis, en fin de compte, tu ne peux pas être vraiment épanoui dans des conditions pareilles. Nous, aux Antigones, quand on travaille sur cette question, puisque c'est une association dont je fais partie, on traite des questions féminines notamment, on a l'habitude de dire que pour un enfant, enfin pour élever un enfant, il faut tout un village. Et en fait, en vrai, toutes les personnes d'un village jouent un rôle symbolique essentiel dans le développement d'un enfant, parce qu'on parle souvent du père et de la mère. Mais en réalité, il y a plein d'autres rôles symboliques qui sont essentiels dans ce qui va permettre à l'enfant de grandir et de croître. Et ce qui permet justement à la mère d'avoir un relais, c'est effectivement toutes ces relations et tout ce tissu social qui est censé y avoir. Sauf qu'aujourd'hui, on est à l'heure où la société elle est atomisée et où la famille ne signifie aujourd'hui plus que la cellule familiale stricte, le père et la mère. Et ça, c'est désastreux parce que ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas ça, une famille. Une famille, c'est beaucoup plus large. C'est plus large que simplement la cellule papa, maman, enfant. Et je dirais que ce vase clos n'est pas très sain. Donc, c'est pour ça qu'on fait rentrer des tiers et aujourd'hui des tiers marchands. Mais on n'a plus aujourd'hui le tissu social qui permet d'avoir un relais, d'avoir une éducation pérenne hors justement de système scolaire, crèche, babysitter et compagnie. En amont de ma dernière conférence sur être parent au temps du Great Reset, j'avais eu beaucoup de commentaires de militants sur la parentalité. Bon, alors c'est pas précisément la maternité parce que je pense que ça concernait, c'était plus des hommes qui prenaient la parole, même si on ne sait pas toujours avec les pseudos. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires d'hommes, oui, qui sont militants et qui évoquent l'inconscience des personnes qui désirent et font naître des enfants dans ce monde actuel, en fait, qui est asservissant, qui est inquiétant, qui est angoissant, où on ne voit pas forcément un avenir très rose. Et du coup, je voulais l'évoquer aussi parce que ça concernera nos auditeurs et que ça fait partie des raisons qui peuvent bloquer visiblement certaines personnes
qui peuvent les freiner dans leur volonté d'accéder à la parentalité, en fait. Isole, vas-y. Moi, c'est pour rebondir à quel point sur ce que dit Carmen est absolument essentiel. Moi, je travaille j'aide des couples en fait en phytothérapie à avoir des enfants. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, je travaille avec des couples qui sont en situation d'infertilité et qui justement cherchent à devenir parents. Et quand on travaille sur cette thématique-là, il y a ce qu'on appelle les freins en fait intellectuels qui peuvent bloquer justement qui sont en fait des blocages émotionnels et qui empêchent d'avancer, qui créent des peurs, des angoisses, des inquiétudes. Et au travers de ça, on retrouve cette question en fait de cette idée de comment on met cet enfant dans quel monde on le met en fait et à quel point ce monde est toxique. Et en fait, on se rend compte en travaillant que notamment en regardant les animaux, comment ils vivent, c'est que les oiseaux, par exemple, s'il y a une grosse tempête et que leur nid est détruit avant juste en fait la ponte des œufs, eh bien les femelles n'ovulent pas. Elles sont en fait comme castrées naturellement. Elles ne produisent pas d'ovules. Et en réalité, en fait, les hommes et les femmes, là-dessus, on est pareil. On est comme les oiseaux. Quand notre maison elle est détruite, elle est cassée, eh ben, il y a quelque chose en nous qui bloque cette ovulation, qui bloque cette fertilité, cette fécondité. Et je dirais, c'est bloqué d'un point de vue même symbolique de la fécondité en général. Parce qu'il n'y a pas que la fertilité matérielle, il y a aussi tout ce qu'on peut chercher à apporter au monde. Et je pense qu'en regardant ces oiseaux qui deviennent naturellement infertiles, il est assez aisé de comprendre à quel point ces mécanismes peuvent bloquer la parentalité et l'accessibilité à la parentalité, en fait. Et on peut y voir un lien finalement avec ces énergumènes qui, pour le bien de la planète, se stérilisent en fait, parce que eux, c'est plus seulement symbolique, c'est dans les faits. Pour des raisons idéologiques, ils s'empêchent de procréer. Mais finalement, c'est pour moi le même raisonnement que ceux parmi nos militants qui affirment ne pas vouloir d'enfants dans un monde aussi pourri. Voilà, c'est le même raisonnement. Isole, oui. Et je rebondis, en fait, l'homme et la femme appartiennent à une même essence que l'on appelle l'essence humaine, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous voyez une ombre, vous voyez avant tout un être humain. Et cet être humain, il a une caractéristique qui est sexuée. Vous êtes soit homme, soit femme. Et en fait, ce couple homme-femme, cette sexuation, elle est absolument nécessaire à l'espèce humaine. Si vous n'avez pas de gamètes mâles et de gamètes femelles, vous n'avez pas d'espèce humaine. Et donc, en cela, par la sexuation et du fait qu'on appartienne à la même essence, on est en puissance d'être parent, en puissance d'être mère, en puissance d'être père, et il ne tient qu'à nous de l'actualiser. Mais cette actualisation, finalement, elle est absolument naturelle. Et ça, il faut le rappeler aux malthusianistes fous et aux désespérés, parce que c'est ça. C'est qu'en fait, on est appelé à être parent parce que tout simplement, en fait, on est fait comme ça. On est parent en puissance déjà. Et je pense que c'est important de le rappeler et je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, la maternité, c'est un état de fait. On est mère à partir du moment où on a été fécondé. Alors, la paternité, c'est un peu différent, c'est un choix, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même une grosse composante biologique et qui tienne tout simplement, en fait, à l'espèce humaine. C'est-à-dire que, certes, on se pose beaucoup de questions sur ci, sur là, le temps qu'il fait, mais la femme est faite pour être mère, elle est une mère en puissance, comme l'homme est fait pour être père et est un père en puissance. Voilà. Je pense que c'est important de le rappeler aussi. Moi, j'ai quand même cette image en tête de me dire que faire des enfants est quand même un devoir. Alors, ce que j'appelle un devoir révolutionnaire, mais vous y mettez ce que vous voulez, mais un devoir révolutionnaire dans la mesure où il faut précisément que on engendre des petits soldats capables de lutter contre ce monde de prédation et potentiellement capables de le changer. Donc non, voilà, moi je me dis que au contraire, il faut à tout prix qu'on transmette les armes, et c'est là où on peut aller justement dans un projet éducatif où vos avis m'intéressent grandement sur la mission d'éducation que vous accomplissez chaque jour. Est-ce que justement vous l'envisagez selon votre regard de militante ? Quelle vision vous avez de l'éducation ? Est-ce que justement dans votre éducation, vous y mettez votre regard militant ? Ou pas du tout, ou vous décorrélez l'un de l'autre? Si je peux me permettre de commencer, déjà la première chose, c'est que il me semble que c'est assez universel. On a envie que nos enfants nous ressemblent. C'est égoïste, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait des gamins. C'est un prolongement en quelque sorte de nous-mêmes.
Et donc, on a envie qu'ils nous ressemblent essentiellement dans les bons côtés, mais du coup, ça me semble important quand même de poser les bases de notre pensée, si on pense. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, quand j'ai eu mon premier enfant, parce que les miens sont très... ils ont beaucoup d'écart d'âge entre eux. Quand j'ai eu mon premier enfant, je me posais pas autant de questions. Et si tu m'avais demandé à ce moment-là, est-ce que faire des enfants et les éduquer, c'est un acte militant, je t'aurais sans doute répondu, non, quelle question. Et c'est en y réfléchissant, en écrivant mon guide et en fréquentant d'autres personnes, en y réfléchissant tout simplement, que j'ai réalisé à quel point, oui, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire ou faire, on peut y mettre l'empreinte de notre vision des choses, en fait, et donc aussi de notre militantisme, et que c'est peut-être même important de le faire. Après, il y a aussi le risque qu'on fasse grandir nos enfants un peu trop vite. C'est difficile, c'est délicat de les préparer à ce monde sans leur transmettre d'angoisse ou d'inquiétude inadaptée à leur âge. En fait, c'est une question que je me pose un peu à moi-même tous les jours. Je n'élève pas mes enfants dans une idée de soldats ou de quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils aient les armes pour qu'ils aient à terme une bonne mort. Voilà, j'aimerais vraiment que mes enfants puissent accéder au salut de leur âme, en fait. Et d'une certaine manière, ce que je peux penser des choses de la vie, mes avis politiques très tranchés, c'est très secondaire, parce que pour moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est qu'ils puissent avoir des bases suffisamment solides pour appréhender une situation que je ne connaîtrais pas. Je me dis, la situation que je vis moi, elle est inédite. Mes parents n'y ont pas été confrontés, et la situation auquel mes enfants seront confrontés seront inédites. Enfin, ce seront des situations inédites. Et on va dire que moi, ce qui motive mes choix éducatifs et voilà, de mère, c'est de me dire, est-ce que je donne à mes enfants des bases à la fois de réflexion, à la fois d'éducation, de concepts ou de choses comme ça qui leur permettront d'affronter des situations auxquelles je n'ai pas encore affaire et que je ne connais pas. Et on va dire que pour moi, vraiment, les questions militantes brutes, elles sont très, très secondaires. Très, très secondaires. Parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de travail avec l'idée de se dire, il faut qu'ils sachent bien s'alimenter, bien se nourrir, qui sachent bien compter, bien appréhender les grands concepts mathématiques, grammaticales, qu'ils apprennent bien à lire correctement, etc. Est-ce que ça tourne bien dans leur tête? Est-ce qu'ils arrivent à faire un syllogisme, une relation de cause à effet? Voilà. Et en fait, c'est plus des points techniques comme ça qui m'importent, parce que je me dis, après, ils en font ce qu'ils veulent. En fait, mes enfants, c'est pas moi, et ils feront bien comme ils pensent. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient armés pour aller au bout de ce qu'ils veulent, quoi. Et surtout qu'ils aient aussi des armes spirituelles. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Vraiment qu'ils aient, que je puisse leur donner le goût de la prière et de la vie spirituelle pour qu'à la fin, ils puissent se tourner à chaque minute vers Dieu, et que leurs actions soient aussi tournées vers ça, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Toi, en fait, il y a une perspective religieuse qui l'emporte peut-être sur le reste, ou tout au moins le militantisme politique en tant que tel. La politique, c'est toute ma vie, hein. Mais c'est pas c'est pas la relation que j'ai avec mes enfants. Ouais, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte que de leur insuffler une spiritualité dans un monde aujourd'hui où on souffre de sa perte? On sent qu'il y a une forme d'amputation quand même dans la population, même si c'est pas conscientisé comme tel. Qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte de les faire baigner comme ça dans... Alors toi, c'est le catholicisme, c'est ça? Mais de les faire baigner dans la religion des jeunes. Moi, je suis catholique pratiquante, et c'est vrai que ça a beaucoup d'importance pour moi dans mes choix, qu'ils aient vraiment, en tout cas, l'opportunité de bien connaître leur foi, leur religion, et qu'ils aient accès à une vie de prière. Et je pense que justement, en donnant ces bases-là, pour moi, il y a un très gros risque qui sont toutes les questions, je dirais, ésotériques, sorcellerie, en tout genre. Et ça, je pense que voilà, ça baigne. Il y a quand même
beaucoup de choses qui dans notre société actuelle, laissent à penser que comme dirait René Guénon, la muraille se fend, et qu'il y a et je pense c'est important de leur donner des bases, en tout cas catholiques, pour moi, de leur donner des bases catholiques et aristotéliciennes et thomistes, parce que je pense que c'est la base de notre société européenne et française, et qu'avec ça, ils ont les armes pour vivre beaucoup de choses. Et je pense que voilà, mon rôle de mère, c'est aussi de leur apporter cet aspect spirituel pour qu'ils puissent avoir accès à Dieu déjà, voilà, tout simplement. Je te rejoins totalement, Ise, et je rajouterais que il y a aussi toute la dimension de la tradition, en fait, notamment dans le culte catholique, et c'est aussi notre rôle en tant que parents et éducateurs d'ancrer nos enfants dans une généalogie et de leur donner les outils qui vont leur permettre de savoir d'où ils viennent pour ensuite savoir où ils vont, indépendamment effectivement du chemin de leurs parents. Et toute cette culture chrétienne et catholique, c'est essentiellement en allant à la messe et en faisant du catéchisme qu'on la découvre en fait et qu'on s'en imprègne. Et si on l'a pas, que l'on soit croyant ou pas, si on n'a pas cette culture-là, on passe à côté de toute la culture française, en fait. On comprend pas. On va dans des églises, on n'arrive pas à décrypter. Dans des musées, on comprend pas non plus les scènes qui sont représentées dans les tableaux. L'autre jour, je lisais même Daudet à mes enfants, pas Carmen, mais Alphonse. Et c'était les 3 messes basses, je crois, avec beaucoup de termes, tout le déroulé de la messe traditionnelle en latin qui était décrit avec beaucoup d'humour, et j'étais heureuse que mes enfants puissent le comprendre, en fait, puissent comprendre cet ancêtre littéraire. Bah oui, bien sûr, il faut réinvestir l'héritage et puis leur montrer la matrice de la civilisation, ça me semble indispensable. Mais c'est pour ça que votre mission est d'autant plus importante que vous devez à la fois les ancrer à la terre et en même temps les reconnecter au ciel. Ise, oui. Je pense que puisqu'on parle vraiment de maternité, ce qui me paraît important, ça va être aussi de parler des rôles symboliques entre donc l'homme et la femme pour tout ce qui va être des questions d'éducation et notamment d'éducation des enfants. Je pense que les hommes et les femmes n'ont pas un rôle similaire dans l'éducation, et que notamment tout ce qui va être très spirituel et très terrestre va être très féminin, donc à la fois la terre, l'ancrage, les racines et ce qui est tourné vers le ciel va être très féminin, là où le fait d'aller vers les autres, de sortir de sa zone de confort, ça va être beaucoup plus masculin. Et je pense qu'après, chaque couple s'organise un peu, voilà, c'est pas la question, mais il y a une dynamique quand même symbolique homme-femme qui, je pense, est intéressante, et dans la maternité, il y a cette exigence des vertus aristotéliciennes, de la spiritualité, etc., et qui, oui, sont une charge attenante à la mère. Et je pense que aussi c'est ça qui fait peur parfois, et en tout cas moi qui m'a fait peur en tant que jeune fille à l'époque, c'était de me dire, est-ce que j'ai les épaules pour pouvoir avoir un bon rôle maternel, notamment sur ces questions. Et en fait, le truc, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est nos enfants, en fait, qui nous apprennent, je pense, un peu tous les jours à être plus vertueuses, plus droite, plus ancrée, plus alignée, plus ci, plus là. Et en fait, ce que je croyais être quelque chose qui devait être acquis chez moi, eh ben pas du tout. C'est devenu, ça a progressé, c'est devenu une réalité avec les exigences de la maternité. Et j'ai grandi en même temps que mes enfants, et notamment ma foi a grandi en même temps qu'eux, mes racines ont grandi en même temps qu'eux. Et je pense que ça, c'est important aussi, de ne pas se mettre trop la pression, mais avoir quand même conscience de ce rôle très fort de la mère, en fait. J'ai le même ressenti que toi, Ise, à savoir que le fait de donner la vie, ça a fait grandir en moi à la fois les branches et les racines, et que je me suis à la fois beaucoup ancrée dans la terre et rapprochée du ciel. Pour moi, ça a été un rapprochement parce que j'étais pas pratiquante au moment où mon premier enfant est né. Je commençais à peine à me questionner, et c'est sa naissance en fait qui a été un peu comme une révélation, dans la mesure où le fait de passer de 2 à 3, c'est-à-dire de goûter quelque part à la création, ça m'a réellement choquée, interloquée,
Et ça a éveillé en moi, voilà, ce qu'on peut dire, les prémices de la foi. Et donc, je voulais aussi ajouter que le fait de donner la vie, ça a quelque part en moi, et je pense que c'est le cas chez beaucoup de femmes, ôté la peur de la mort. Et je pense que c'est quelque chose qui est très puissant chez les femmes et que les hommes ne ressentent pas à l'heure de devenir père. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que la maternité compense le génie masculin. J'ai l'impression que les hommes vont lutter contre cette angoisse de la mort et de la disparition par le génie, et notamment le génie créatif, mais pas que. Et donc, le génie au féminin, quelque part, ça serait cette maternité-là. Alors, on me dira, oui, mais tu confonds la cause et la conséquence, mais peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui est lié. Et donc, quand, par exemple, Alain Soral affirme que les femmes ne créent pas, mais qu'elles reproduisent, bien sûr, je comprends ses arguments, je comprends ce qu'il expose, mais je considère, moi, que quelque part, j'ai créé, en fait. J'ai participé à la création. C'est une création qui est divine. Elle n'est pas d'essence humaine. Et j'ai fait ma part. Et donc, ça m'exempte de faire travailler le reste. Mais c'est pour ça que, comment dire, certainement qu'il y a une explication au fait que les femmes ne créent pas, dans le fait que c'est parce qu'elles donnent la vie et qu'elles se perpétuent de cette façon-là. Je pense que tu as une intuition très juste dans la mesure où le grand privilège de la maternité, c'est quand même d'imiter le don de création de Dieu. Et en ça, ça attribue à la femme une grande noblesse. Ise, oui, tu voulais rebondir. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Carmen, parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Effectivement, dans l'idée de... En fait, l'être humain ne crée pas, il n'y a que Dieu qui crée, déjà. Donc, il faut se détendre. Et par contre, je pense qu'effectivement, l'acte de donner la vie est plus proche d'une création au véritable sens du terme que toute autre production humaine. Et pour revenir sur la question de la mort, parce que je pense que ce que disait Carmen était absolument essentiel, en fait, à partir du moment où on accouche, en fait, on donne naissance, on donne la vie. C'est ce que les sages-femmes, quand on fait de la préparation, on va dire naturelle à la naissance, on nous explique bien en fait que on va mourir à nous-mêmes, on va se détruire, se décomposer. C'est ce qu'on parle, notamment la phase de désespérance où voilà, en fait, tout éclate. Et on se recompose au moment où il y a le premier cri de l'enfant. Et donc, en fait, on vit déjà une forme de mort hyper violente. Et donc, oui, après, on n'a plus peur de la mort parce qu'on l'a vu en face. Mais comme toute épreuve de la vie, on peut la refuser. On peut refuser de vivre ça. Donc, c'est pas tant, je pense, l'expérience d'accoucher, parce que toutes les femmes, depuis la nuit des temps, accouchent. La question, c'est pour vous, en tant que femme, qu'est-ce que ça a représenté et qu'est-ce que vous avez saisi dans cette opportunité? Et est-ce que vous avez été jusqu'au bout, en fait, du chemin que ça peut représenter? Et moi, par exemple, j'ai refusé d'accoucher, on va dire, de faire ce chemin réellement et concrètement. Mais on va dire que la troisième fois, voilà, j'ai pris la décision d'accoucher à domicile pour vraiment faire ce chemin et vraiment accepter justement cette idée de mort et de renaissance. Et c'est vrai que ça a été encore une marche supplémentaire dans mon accomplissement en tant que femme, parce que j'ai accepté vraiment cette mort au sein de la maternité, quoi. Voilà. Juste pour rebondir, que tu souffres ou pas à l'accouchement, tu passes de 2 à 3. C'est indéniable. Et ça, c'est ça que j'appelle la création. Voilà, c'était une parenthèse. Et du coup, pour revenir, Ise, sur l'expérience de ton accouchement, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? L'accouchement naturel, sans péridurale, à domicile, comment ça se passe? Il me semble que c'est quand même pas évident parce qu'il y a peu de sages-femmes qui acceptent de le pratiquer en France. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en fait, les modalités d'accouchement se réduisent de plus en plus. Et là, le gouvernement est encore en train de resserrer la vis, donc on va avoir de moins en moins de choix à notre disposition.
Donc 98% des accouchements se font en structure, donc soit en petite clinique ou en hôpitaux. Et puis on va avoir une partie qui va pouvoir être faite par des sages-femmes à domicile. Et ces sages-femmes ne sont que 80 en France, sur le territoire français. Donc autant vous dire que c'est parcours du combattant pour pouvoir accoucher à domicile. Et puis ensuite, il y a ce qu'on va appeler d'autres femmes qui donnent leur service pour effectuer des accouchements à domicile, mais ce n'est pas légal. Donc si elles le font, elles sont poursuivies d'exercice illégal de la médecine, alors même que l'accouchement est simplement un ensemble de processus physiologiques qui conduisent à l'expulsion d'un fœtus. Donc en vrai, il n'y a pas d'acte médical, mais bon, passons. Et donc en fait, on ne peut plus aujourd'hui faire appel à quelqu'un d'autre qu'un corps médical à part entière. Et donc, on peut, en gros, soit accoucher toute seule chez soi dans sa salle de bain, soit aller en structure grande clinique ou hôpitaux, soit avoir une sage-femme à domicile, mais ça, c'est rare. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'offre suffisante. On est un des rares pays européens à faire ça. On a le plus gros taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle, mais bon, ça, tout le monde s'en fout. Aux Pays-Bas, c'est 17% d'accouchements à domicile. Donc, voilà. Alors moi, du coup, je n'ai pas fait ça comme une question militante ou quoi. J'ai eu un long chemin sur cette question de la maternité qui était un chemin très personnel. La première fois, vraiment, il y avait un blocage, justement, au travers de cette question de la mort et de se donner la vie, etc. J'ai fait un enfant comme ça et j'étais très heureuse d'être maman, mais toute la démarche qu'il pouvait y avoir derrière, je n'ai pas souhaité la vivre. Et donc, j'ai eu une césarienne, ce qui est quand même amusant. Et donc, effectivement, on m'a plus ou moins endormie. Je me suis réveillée, j'avais le bébé dans les bras. Bon, je tiens à vous dire que ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais eu à vivre. Et que, au final, voilà, se remettre d'une césarienne, c'est vraiment se remettre d'une opération, c'est hardcore, quoi. La deuxième fois, j'ai décidé d'aller accoucher. Donc, je voulais accoucher naturellement et sans péri. Et puis, bon, arrivé à l'hôpital, la porte avec écrit anesthésie dessus. Évidemment, je me suis roulée par terre pour l'obtenir. Voilà, c'était pas la question. Et la troisième fois, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai vraiment envie de vivre ma maternité, de la choisir. Et j'ai envie de faire ça, d'arrêter d'être en fait soumise à des exigences de tiers. L'exigence de ma famille, etc., qui pense que accoucher chez soi, c'est une mauvaise chose. Le fait d'être soumis dans un protocole hospitalier où on t'oblige à certaines positions, on t'oblige à certaines choses. Et je suis désolée, mais moi, les femmes qui accouchent sans péri dans un centre hospitalier, pour moi, c'est des héroïnes. Parce qu'en gros, c'est comme être genre dans un magasin de bonbons et avoir les mains attachées dans le dos et pas avoir le droit d'en manger, quoi. C'est fou. Et pour moi, c'est vraiment des héroïnes parce qu'elles sont là, elles ont tout à portée de main et elles le font toutes seules. C'est incroyable, je trouve ça fou. Et donc là, je me suis dit, non, en fait, moi, j'ai pas cette disponibilité d'esprit, en fait, pour ça, parce qu'il y a une part de moi qui refuse et c'est pas comme ça que je veux le dire. Donc, j'ai travaillé mon projet, puis je me suis aperçue qu'il y avait personne pour m'accompagner. Et donc, j'ai fini par trouver d'autres moyens, on va dire, d'être accompagnée par des femmes qui me permettraient d'avoir mon projet de naissance tel que je le souhaitais. Et là, j'ai vécu... alors, c'est marrant parce qu'on projette beaucoup dans l'accouchement, comme à chaque fois, j'ai projeté dans ma maternité. Et c'est ça qui est bien avec la maternité, c'est que tu fais des projets, tu projettes des choses et qu'à la fin, tu n'as pas du tout le résultat que tu voulais. Voilà. Et donc, pareil, quand j'ai accouché à domicile, je projetais des choses en me disant ça va être initiatique sur ci, sur ça, etc. Et en fait, c'est très amusant, mais je n'ai pas du tout appris ce que j'escomptais apprendre. Et ça a encore été une belle claque de bon fonctionnement pour me rappeler qu'effectivement, en fait, oui, accoucher, c'est naturel, etc. Et oui, il y a des enseignements, etc. Mais tu peux pas savoir pour toi ce que ça va être, en fait. Et il y a quelque chose d'unique, en fait, dans chaque naissance. Et vraiment de cette destruction, recomposition qui est magistrale. Et je suis très heureuse d'avoir pu le faire chez moi, dans mon cocon, dans mon foyer, avec... l'homme que j'aime, les frères et sœurs qui étaient là pour couper le cordon, sans être dérangés. J'ai trouvé ça incroyable. Et là encore, je n'y ai pas mis d'acte militant. Je défends l'ANA, donc l'accouchement non assisté, depuis 10 ans. Et j'ai fini par le faire moi, à titre personnel, seulement à ma 3e grossesse. Donc, c'est pour dire à quel point il y a le chemin personnel et il y a les idées politiques. J'ai des idées politiques qui sont tranchées, qui sont basées sur des questions, je dirais, très... de principe. Et après, il y a le chemin de chacun.
Et j'invite pas toutes les femmes à faire des annales, loin de là. Enfin, c'est pas du tout la question. Par contre, c'était important pour moi et ça a été super. Voilà. Bon, bah, félicitations. Alexandra, toi aussi, tu as eu une expérience un peu similaire dans les faits. Est-ce que tu peux nous raconter? Les 2 enfants que j'ai eus, je les fais à chaque fois sans péridurale. La première fois, sur le principe, c'est vrai qu'accoucher à la maison, je trouve que c'est bien. La mère de ma mère a toujours accouché chez elle pour ses 5 enfants. Alors moi, j'ai toujours trouvé que c'était assez logique que ça puisse se passer comme ça. Mais il est vrai qu'une fois que c'est ton cas, l'entourage, la position de la France sur cette question fait que tu as des doutes. Et puis pour le premier enfant, finalement, ça s'est donc fait à l'hôpital. Pour le deuxième, j'ai cherché autour de moi pour voir ce qu'il en serait de pouvoir accoucher chez moi. Et donc, je me suis confrontée à la réalité décrite par ISE et il n'y a pas dans le secteur où je suis de personnes qui puissent m'aider à ce moment-là, en tout cas. Et donc, j'ai accouché à l'hôpital. Mais la maternité où j'ai été m'a permise, par contre, de pouvoir me mettre dans la position que je souhaitais et donc d'être accroupie, ce qui a été beaucoup plus sympa que la première fois en étant allongée. Puis après, chaque accouchement est différent. Bien que ça reste un accouchement, mais c'est vrai que même si tu as déjà vécu ça une fois, c'est pas pareil. La seconde fois, il y a des nuances, ton état d'esprit, plein de choses qui font que ça se passe pas exactement de la même façon, même si avec la première expérience, ça te permet de voir un peu vers où tu vas. Et du coup, j'ai accepté les contractions et en très peu de temps, le fait d'être aidée par la gravité a fait que mon enfant a vu le jour et j'étais très très contente que l'expérience se vive comme ça. Je dirais c'est sympa, alors que c'est pareil, c'est bizarre de dire comme ça parce que ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'était sympa. Mais écoute, bravo à toi aussi. Effectivement, il faut rappeler que la position accroupie, c'est la position physiologique en réalité, parce que la position sur le dos, elle n'est commode que pour le corps médical et elle n'est pas du tout naturelle. Carmen, tu voulais peut-être nous livrer toi aussi les impressions de tes accouchements ? Non, simplement rajouter que donc moi j'ai accouché de mes 2 premiers avec péridurale dans un centre hospitalier parce que ça me rassurait et que j'avais envie d'être oui, j'avais peur de la douleur quoi et j'avais envie d'être en pleine forme pour accueillir mes bébés. J'avais pas d'a priori en fait sur la péridurale, ça s'est toujours bien passé, j'ai pas de regrets en fait. Et pour la dernière naissance, j'étais curieuse en fait de savoir ce que c'était que les fameuses douleurs de l'enfantement. C'était une curiosité de savoir ce qu'a ressenti la femme depuis le commencement de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que cette douleur en fait mythique quoi. Ah oui. Mais si j'avais pu m'en passer au dernier moment, je m'en serais passée. J'ai pas eu le choix. Voilà. Oui. Après c'est secondaire dans toute l'histoire d'une maternité. D'accord, très bien, merci. C'est peut-être une belle manière de conclure. Mesdames, merci beaucoup pour vos interventions et puis à très bientôt sur notre antenne. Bonne soirée. Donc j'invite tous nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil au site des Antigones, lesantigones.fr. Et j'encourage tous nos auditeurs à se procurer le livre de Carmen Daudet, J'apprends mieux à la maison, disponible chez Contre-Culture pour 16 €. Chers auditeurs, merci beaucoup. N'oubliez pas le financement participatif qui nous aide à pérenniser cette radio et à nous engager dans de nouveaux projets. Merci à vous et à très bientôt. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis.
mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras.